La circulation des œuvres d'art archéologiques est un des systèmes d'échange les plus opaques de tous les marchés internationaux. Pillage de sites, vols institutionnalisés, les pièces à la provenance douteuse côtoient les objets légaux dans les salles de vente où la valeur marchande de l'archéologie génère chaque année des millions de dollars. Cette situation du marché de l'art antique peut-elle être mieux comprise aujourd'hui pour être mieux gérée demain ? Si l'on regarde les vestiges qui sont parvenus jusqu'à nous, on s'aperçoit que des millions d'antiquités ont été extraites à leur terre depuis des siècles et des millénaires. Peut-on parler de vol ? Ces objets n'ont-ils pas été sauvés de l'ignorance de l'époque ou d'une inévitable destruction ? Les œuvres d'art qui plaisaient existaient déjà pendant l'époque romaine. C'est le cas des obélisques égyptiens qui se trouvent à Rome. Ils ont été ramenés par les empereurs romains pour embellir la ville. Le plus important, celui qui se trouve sur la place de San Giovanni Laterano, remonte au règne de l'empereur Constantin, c'est-à-dire entre 330 et 340 après Jésus-Christ. Donc, on peut dire que les collections d'œuvres existent depuis l'Antiquité. Voyageurs, pionniers, aventuriers, savants ont contribué à nous faire connaître des civilisations jusque-là inconnues, sans trop se soucier des répercussions futures. L'Égypte ancienne est l'une de ces civilisations qui, suite à la campagne militaire de Napoléon Bonaparte, a été révélée au monde entier grâce à l'acheminement en Europe d'un nombre considérable d'antiquités pharaoniques. Le déchiffrement des hiéroglyphes fut possible grâce au génie de Champollion qui trouva la clé de cette mystérieuse écriture en analysant les copies des fameuses pierres de Rosette et des textes inscrits sur les monuments ramenés pendant cette campagne. Suite à la demande de consuls occidentaux disséminés dans les colonies, de nouvelles collections se constituent et les musées du monde entier s'élargissent. Parmi ces collections, celle d'antiquités mésopotamiennes du musée du Louvre à Paris. Cette collection a été créée grâce aux fouilles qui ont été conduites par un consul de France à Mossoul, qui, afin d'occuper en quelque sorte ses loisirs et surtout de répondre aux attentes des savants français, va commencer en décembre 1842 à fouiller le sol de la Mésopotamie et commencer des fouilles sur le site de Nénive. L'appât du gain transforme ce qui était à l'origine un intérêt scientifique en intérêt financier. Nombreuses sont les fouilles clandestines et les pillages entrepris à des fins commerciales. Les gens, les habitants de ces régions ont commencé eux-mêmes à faire des fouilles que nous appelons clandestines et à vendre à des commerçants qui eux-mêmes étaient installés dans les grandes villes, par exemple Bagdad ou Istanbul, et qui revendaient ça à des antiquaires, qui avaient des représentants en France, en Amérique, en Angleterre. Et ça a été la deuxième grande source, disons, d'enrichissement pour les musées européens. Aujourd'hui, certains pays dont le patrimoine a été dispersé aux quatre coins du monde revendiquent leur propriété. Parmi ces pays, l'Égypte. Nous ne réclamons pas le retour de tous les objets pharaoniques. Pas du tout. Il y en a des millions au musée de Berlin, au British Museum et au Louvre. Nous ne les avons jamais réclamés, mais nous voulons que les pièces essentielles reviennent. La pierre de Rosette, le buste de Néfertiti et 3 autres peut-être. Le buste de Néfertiti, aujourd'hui propriété du musée égyptien de Berlin. Si nous voulons répondre à la question « Néfertiti est-elle à sa place à Berlin ?», je vois différents aspects. Le premier est juridique, et il est vite et clairement résolu.
Le buste de Néfertiti est arrivé à Berlin légalement en 1913 avec 1000 autres objets au gré de la répartition des trouvailles. Tout le monde sait que le buste de Néfertiti a quitté l'Égypte de manière illégale et que les archéologues allemands, en 1912, ont trompé le gouvernement égyptien. La mission allemande a maquillé le célèbre buste de Néfertiti en un masque funéraire qui a été présenté au partage. Et Gustave Lefebvre, voyant les différents masques funéraires qui étaient proposés au partage, a dit oui, ce lot-là restera en Égypte, ce lot-là peut partir en Allemagne. Et sous ce masque funéraire se cachait la fameuse tête de Néfertiti. Donc on ne peut pas dire que cette statue est sortie légalement, elle est sortie illégalement puisqu'elle a été maquillée pour être exportée. Donc ça, c'est du vol, à mon avis. Et d'ailleurs, la mission allemande a été interdite pendant des années de fouilles en Égypte. Et ça, c'est pas pour rien. Au cours des années 30, lorsque la pièce devient mondialement célèbre, des efforts sont entrepris tant côté allemand qu'égyptien pour échanger Néfertiti contre 2 statues monumentales de l'époque des pyramides. Échange et non restitution. Après son arrivée en Allemagne, le buste a été restauré et lorsque le gouvernement égyptien a découvert qu'il s'agissait du buste de Néfertiti, il a exigé qu'il leur soit rendu. Hitler était d'accord, puis on lui a montré le buste, et c'est là qu'il a refusé. C'est pourquoi je crois que l'Égypte a le droit de faire revenir le buste de Néfertiti. Aujourd'hui, elle symbolise autant l'image de l'identité berlinoise que celle de la culture de l'ancienne Égypte. Querelle d'autorité, intérêts nationaux, une question s'impose, celle de la légitimité de ces revendications. Ces pays se souviennent aujourd'hui de la valeur symbolique inestimable de ces biens. Ils se rendent compte aujourd'hui que ces biens ont été d'une certaine façon éloignés de leur pays sans l'accord de l'État. Napoléon a bien envahi l'Égypte pour ramener en France les antiquités égyptiennes. Ces pays voudraient donc faire valoir une revendication en disant « si le trafic d'antiquités est puni, restituez-nous ces objets ». Mais au bout d'un certain temps, il y a prescription. Dans le cas de Bonaparte, par exemple, 200 ans se sont écoulés. Je pense qu'on ne peut pas remettre en question, si vous voulez, l'acquisition qui s'est faite avant la mise en place d'une législation. Au XIXe siècle, Auguste Mariette, qui était conservateur au musée du Louvre, prenant conscience de l'hémorragie de ces pièces égyptiennes qui partaient à l'étranger, il a conçu l'idée de la création d'un service d'antiquité pour protéger ce patrimoine. Et c'est à partir de 1858, je crois, que le service des antiquités a été constitué. À partir de ce moment-là, il est clair et net que tout objet, tout monument qui est sorti d'Égypte illégalement devrait effectivement réintégrer l'Égypte. On ne peut pas envisager un seul instant de faire revenir en Égypte des pièces qui ont été emportées à l'époque de l'expédition de Bonaparte, qui ont été emportées, si vous voulez, à la demande souvent de consuls qui étaient en poste en Égypte à cette époque, ou même encore, parfois, de monuments qui ont été offerts à des pays étrangers. Il ne faut pas oublier que, par exemple, Mohamed Ali, par exemple, a fait des cadeaux à certains pays, notamment en France. L'obélisque qui se trouve aujourd'hui sur la place de la Concorde fait partie de l'un de ces présents qui avaient été remis à la France à cette époque. À partir de cette époque, de nouvelles législations nationales vont progressivement se développer pour mettre un frein à ces pillages. Cette législation s'est développée peu à peu au XXe siècle. Pour la Grèce, la loi actuellement en vigueur date de 1932. Pour Rome, pour l'Italie, elle date de 1939. Pour la Turquie, de 1973. Ces législations ont été promulguées progressivement pendant le XXe siècle. Pour protéger les biens culturels de ces pays, l'UNESCO définit le 14 novembre 1970 une convention ratifiée par plus de 100 États. Cette loi ne concerne pas les biens qui ont été achetés après son entrée en vigueur. C'est l'article 16 de cette loi qui réglemente le marché d'antiquités.
Aujourd'hui, grâce à cette loi, l'acquéreur ne pourra plus affirmer être de bonne foi s'il n'a pas reconstruit, en quelque sorte, l'historique de l'objet. C'est-à-dire s'il n'a pas vérifié que le propriétaire précédent possédait ces objets de manière légale et surtout s'il ne peut pas démontrer que la provenance de l'objet n'était pas suspecte. Dans la liste des devoirs de diligence figure l'interdiction de vente d'objets volés ou pillés. Les négociants d'art sont obligés de fournir toutes les données relatives aux objets en leur possession. L'origine de ces biens et la liste des différents possesseurs sont impératives. Durant 30 ans, les acquéreurs de toute antiquité doivent conserver un registre de vente. 1995, une nouvelle convention est ratifiée à Rome par la majorité des pays européens pour lutter contre le trafic. Sous l'égide d'Unidroit, une organisation intergouvernementale indépendante, de nouvelles lois cadres uniformisent les différentes législations nationales en matière de droit privé du marché de l'art. La convention d'Unidroit met un certain fardeau sur les épaules de tout acquéreur de biens culturels. On ne peut plus maintenant se contenter de se dire j'achète auprès de telle ou telle maison de vente aux enchères, c'est une garantie. Ça ne suffit pas. Cette convention ne fait pourtant pas l'unanimité, notamment en France. Au niveau français, on s'est battu contre la convention Unidroit. On s'est battu, on est venu soutenir nos collègues belges également, et on a obtenu que tout parte dans des tiroirs et qu'éventuellement on envisage une autre technique qui serait un amendement à la convention d'UNESCO où on pourrait parler de certains problèmes, mais pas donner un truc où c'est la terre brûlée et plus personne n'a le droit de faire quoi que ce soit, et en réalité obtenir une prohibition du commerce de l'art. Or, c'est ce que cherchent les gens comme ceux qui soutiennent la Convention. En France, on a une habitude, on fait des lois et on n'efface pas celle qui était précédente. Donc, les lois se sont accumulées et aujourd'hui, il y a un maquis législatif considérable. Et la façon de travailler des professionnels doit évidemment tenir compte de tout cet ensemble de règlements, de lois auxquels sont assujettis les professionnels du marché de l'art. Donc on fait tout à l'inverse et on a des fonctionnaires qui ne connaissent rien aux problèmes, qui n'ont jamais été sur le terrain et surtout qui ne doivent pas connaître les problèmes des œuvres d'art, qui décident des taxes ou des protections ou des licences sans tenir compte des réalités du marché. Des rencontres entre le gouvernement français et les représentants du marché de l'art ont lieu régulièrement afin d'améliorer cette situation qui peut devenir catastrophique pour la branche. Sujet de ces rencontres, le droit de suite, la TVA et Unidroit. Le marché en Angleterre est parfaitement maîtrisé. Certains pays ont un marché d'antiquités ouvert. Le Royaume-Uni en fait partie. Par conséquent, il y a des registres d'enchères, des catalogues de vente, où les pièces sont toujours évaluées. Malheureusement, beaucoup de ces objets n'ont pas de provenance établie. On ne peut pas prouver où et comment elles sont entrées au Royaume-Uni. Depuis 1750 environ, les collections d'antiquités se sont répandues. L'Angleterre, en particulier, est très riche de ces collections. C'est typiquement le genre de pièces dont je vous ai parlé. Elles appartiennent à des collectionneurs privés depuis au moins un siècle. On ne peut pas connaître leur parcours. Mais nous devons accepter qu'il y ait des centaines d'objets pour lesquels aucune preuve tangible de leur illégalité n'existe. Et nous défendons bien sûr ardemment notre droit à accepter ces pièces comme légales. Nous sommes en Turquie. Ankara légifère. Depuis 1983, la loi 2863 pour la protection des biens culturels et naturels laisse plus de liberté aux marchands locaux. On peut être collectionneur, on peut acheter des antiquités, on peut les garder chez soi, mais on doit avoir un inventaire et le musée aussi doit en avoir une copie. Si on achète un objet, on doit l'inventorier et le musée fait de même. C'est une très bonne idée qui marche très bien. Les personnes qui souhaitent collectionner des œuvres doivent amener un document par lequel elles s'engagent à respecter plusieurs conditions. Elles ne doivent pas faire de contrebande et elles doivent avoir une maison en bon état. Quant à nous, on doit connaître l'endroit où elles déposent cette collection afin de pouvoir l'examiner. L'objet n'est pas à vous. Vous le payez, mais vous ne le possédez pas vraiment, parce que vous ne pouvez pas le vendre à l'étranger après l'avoir acheté. C'est ainsi que la loi prévoit les choses.
after you buy it. In this law now today. Nous ne demandons pas au collectionneur comment il est entré en possession de l'objet. L'important, c'est qu'il ne le transporte pas à l'étranger. Donc, nous ne demandons pas ses sources. Côte occidentale de la Turquie, à proximité du site de Troie. Oxkaymak, ingénieur, est le propriétaire de l'une des plus riches collections privées du pays. Nous avons 2 livres. L'un appartient au musée, l'autre est à moi. L'enregistrement se fait des 2 côtés. Celui-ci, c'est le mien. Et dans le musée, il y a quelques sarcophages. J'achète, mais je ne vends jamais. C'est important parce que je possède près de 800 pièces. Le musée écrit au musée archéologique à Istanbul, et après je peux vendre la pièce ou l'échanger. Le marché se moralise. Une moralisation voulue par les marchands eux-mêmes. Souvent montrés du doigt, collectionneurs et vendeurs répliquent aux nombreuses attaques. Il y a des archéologues qui pensent que le commerce ne fait que distribuer des biens volés et que nous ne sommes que des voleurs. Il est évident que c'est un point de vue extrême dont nous sommes vraiment mécontents. Nous devons nous défendre et montrer combien nous sommes prudents au sujet des pièces que nous achetons. Et je crois que nous y parvenons bien. Nous savons, en tant qu'archéologues, ce que nous faisons. Mais nous ne sommes pas responsables de ce que font ces marchands d'art et de ce qui se passe sur ce marché. Il y a quelques archéologues qui ont pris cette position et je ne sais pas pourquoi ils attaquent tout le monde comme ça d'une façon générale, sans bien comprendre les choses. Il faut qu'ils travaillent avec nous parce que nous, on complémente ce qu'ils font. Nous, par exemple, on prend beaucoup de soin à nos objets qu'on offre. On les étudie, on essaie de les publier. On les nettoie, on les restaure et on les expose au grand public. Je parlais à un marchand anglais dont le fils lui a dit récemment « Alors, si tu es marchand d'art, tu es criminel. » Et c'est justement pas ce qu'on veut. Le marché de l'art, comme tout autre marché, est un marché tout à fait légitime. Simplement, il faut éviter les abus dans ce domaine-là. Afin d'encourager la restitution des œuvres aux autorités compétentes, certains États offrent des compensations, variables, de pays en pays. L'Angleterre, par exemple, s'engage à préserver les vestiges de son passé en s'appuyant sur un système appelé Treasure Act, une convention qui autorise la possession privée d'antiquités et garantit une compensation totale de la valeur de l'objet au moment de sa découverte. Le Treasure Act accepte que les gens puissent avoir intérêt à chercher eux-mêmes ces objets. Personnes avec détecteurs de métaux, archéologues amateurs, etc. Selon des clauses du Treasure Act, on n'a pas le droit de faire des fouilles sur des sites archéologiques réguliers. Mais sur des terrains privés, là où il n'y a pas de fouilles prévues, on a tout à fait le droit de le faire. La loi dit que si vous trouvez quelque chose qui contient une importante proportion de métal précieux, il faut en avertir le gouvernement et qu'il faut aussi signaler aux autorités l'emplacement de tels trésors. À ce moment-là, les objets sont pris en charge par le musée. Le découvreur reçoit une prime basée sur la valeur marchande des biens qu'il a trouvés. Cette bienveillance libérale n'est évidemment pas la règle pour tous les États de la communauté européenne. En Allemagne, par exemple, le découvreur potentiel ne peut espérer plus du tiers de la valeur de l'objet. En Allemagne, en Italie comme en Grèce, tous les objets trouvés dans le sol, de même que les larges surfaces découvertes, tiennent à l'État. Même si vous trouvez quelque chose dans les profondeurs de vos terrains, cela ne vous appartient pas. Le terrain vous appartient, mais pas les objets qui se trouvent dans le sol. Ils appartiennent à la communauté. C'est un collège d'experts qui fixe le prix d'une découverte selon des critères bien précis. Bien sûr, il faut pour cela des experts entraînés et neutres.
J'ai déjà fait des évaluations pour des musées allemands de tout un ensemble de tombes, soit environ 150 ou 250 tombes contenant des objets. Ces tombes ont été découvertes dans un champ en Bavière. On a ici plusieurs idoles, avec d'une part les prix d'estimation et d'autre part les prix auxquels ces objets ont effectivement été vendus aux enchères. Imaginons, vous vous présentez chez moi avec des objets similaires. Nous allons regarder ici. Ces idoles coûtent entre 1000 et, disons, 3000 euros. Nous regardons alors si votre idole se situe plutôt dans la catégorie des idoles meilleur marché ou dans la catégorie des idoles plus chères. Si votre idole est encore meilleure, alors elle ne vaudra pas $3000, mais $6000. Autre question d'importance, votre objet provient-il d'une collection? A-t-il appartenu à la collection George Ortiz? Dans ce cas, le prix augmente infailliblement de 50%. Cependant, certains pays n'appliquent pas ces critères. Récompenses ridicules, expropriation, risque d'arrestation, les abus sont nombreux. Si quelqu'un trouve un objet dans le sol, que doit-il faire? Il doit l'amener aux autorités compétentes. Et s'il ne le fait pas? S'il ne l'amène pas, il sera arrêté. S'il le livre aux autorités, il ne reçoit que très peu d'argent. Une somme symbolique. Et jamais la vraie valeur de l'objet. Non, on lui donne une très petite prime. C'est comme si, sur une somme de 10 livres égyptiennes, on ne laissait que 5 livres de pourboire. C'est ça l'histoire. Mais donner plus d'argent ou la vraie valeur de l'objet, ça non. C'est hors de question. Je suis informé de la situation en Égypte. Lorsque des paysans trouvent des objets en Égypte, ils sont terrorisés à l'idée de les remettre aux autorités, parce que s'ils le font, ils risquent d'être arrêtés. Et désormais, ils jettent les objets dans le Nil, quand ils en trouvent. Et même s'ils ne sont pas arrêtés, leurs champs seront réquisitionnés pour être fouillés par les archéologues et ils ne pourront plus être cultivés, et cela sans compensation. C'était le cas. Avant, les gens avaient peur. C'était le cas il y a longtemps. Mais ces 2 dernières années, nous avons changé beaucoup de choses. La plupart des objets qui nous parviennent sont des morceaux de statues, des récipients de poterie ou de pierre, dont la valeur peut atteindre les 3000 livres égyptiennes, ou quelque chose comme ça. Et ils sont contents de les recevoir. Et même parfois, lorsque quelqu'un trouve un récipient en poterie, nous lui donnons 500 livres pour un simple récipient. Une telle pièce ne vaut peut-être même pas 100 livres, mais nous essayons maintenant d'encourager les Égyptiens, s'ils entendent parler d'objets ou s'ils peuvent localiser des lieux de découverte et nous les signaler, nous les récompensons et parfois nous leur donnons du travail. Maintenant, chacun cherche à venir vers nous pour nous dire « j'ai trouvé tel objet » parce qu'il sait que la récompense pourrait être importante. Certaines personnes vont s'amuser à faire des fouilles clandestines et dans ce cas-là, on tombe, là, si vous voulez, dans un autre piège qui est assez grave, c'est que en touchant que des personnes qui ne sont pas spécialistes, qui n'ont pas de formation archéologique, donc qui ne savent pas ce qu'est une fouille archéologique, là, on risque de détruire des contextes archéologiques et là, c'est aussi particulièrement dangereux. Nous sommes près du village de Montaldo di Castro, dans la province de Viterbo. Sous ces champs dort l'ancienne ville étrusque de Vulci. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, elle fut l'une des plus puissantes villes de la civilisation étrusque. Quelques pièces exemplaires sont exposées dans le château médiéval élevé sur le site. Ce site archéologique est actuellement géré par la société Mastarn, pour le compte des communes de Montalto di Castro et de Canino, avec l'autorisation du ministère des Biens culturels. Depuis 4 ans, nous y avons effectué des fouilles archéologiques. On a découvert des monuments passionnants, très représentatifs de l'Antiquité. Ils nous ont permettent et permettront de mieux comprendre les habitudes, les usages et la vie de ce peuple extrêmement fascinant. Sous les vergers d'oliviers se cachent encore de nombreux vestiges, souvent convoités par les fouilleurs clandestins, les tombaroli.
Au pied de cette table, devant ces objets volés, un détecteur de métaux confisqué aux pilleurs. Nous sommes dans l'un des bureaux de la section opératrice des carabiniers pour la sauvegarde du patrimoine culturel. Ce corps de gendarmerie coordonne sur le terrain la lutte contre les pillages et le trafic illégal. Ceux-ci ont été récupérés ces derniers jours. Les faux sont 1, 2, 3, 4, 5. Les autres sont tous vrais. Branche active du ministère de la Culture, ces unités d'intervention sont dirigées par le lieutenant-colonel Ferdinando Musella. Il dispose de moyens considérables pour mener à bien ses missions. Visite dans les dépôts situés au rez-de-chaussée de la section de sauvegarde où sont stockés les objets mis sous séquestre. Ici, on a toute une série de tableaux volés qui attendent d'être restitués à leurs propriétaires légitimes. Il s'agit de biens séquestrés. Chaque tableau est catalogué avec son histoire. On sait où il a été volé, à qui il a été volé, quelles sont les poursuites pénales et qui l'a confisqué. Il s'agit donc d'un dépôt qui est continuellement en évolution. Toutes ces boîtes sont remplies de pièces archéologiques qui ont été emballées pour des raisons de sécurité. Ces matériaux sont analysés et on étudie leur provenance. L'aire géographique est facilement détectable. Le problème est de ne pas savoir avec précision de quelle tombe ou site ils proviennent. Mais l'aire, s'il est étrusque, on sait qu'il est étrusque. Mais l'Étrurie est très vaste. Sur le terrain, les interventions des carabiniers montrent la détermination du ministère de la Culture à assurer la défense du patrimoine italien. Depuis l'héliport de la base militaire de Pratica di Mare, près de Rome, une unité de contrôle des sites archéologiques part en mission. 3 fois par mois, à des horaires irréguliers, l'équipe est engagée pour des missions de contrôle ou d'intervention. Objectif, plus de 9000 sites ou monuments, dont 6000 surfaces archéologiques. Opérationnelles depuis 2001, les ressources aériennes les plus utilisées donnent d'excellents résultats. Les fouilles clandestines sont en nette diminution. Pour cette mission, le lieutenant-colonel Musella est à bord. À ses côtés, les archéologues spécialisés mitraillent de photographie le territoire. Ces opérations ont commencé par des vols pendant lesquels nous faisions des photographies aériennes. Elles ont ensuite été analysées par ordinateur pour mettre en évidence les surfaces de fouilles clandestines les plus récentes. Ce terrain ici a été acheté par un tombarolo. Au bout d'un certain temps, on a refait le même vol et grâce aux photos et à l'ordinateur, on a pu voir les changements et les détails qui nous auraient échappé à l'œil nu. Delle particolarità che a occhio nudo non venivano rilevate. On passe régulièrement ici avec l'hélicoptère pour faire des contrôles et voir comment avancent les fouilles. Nous devons déterminer quels sont les moments les plus propices aux fouilles clandestines et les faire cesser à l'aide des carabinieri au sol. Une fois ces fouilles effectuées, c'est la terre fraîchement retournée qui nous permet de repérer les trous. Le champ ici est en plein air, donc le repérage est facile. La tâche est plus difficile quand les fouilles sont cachées par une végétation dense. Dans ce cas, on est obligé de descendre et de continuer à pied. Depuis ici, on n'arrive pas à voir ce genre de fouilles. Arrivée à destination, une patrouille de terre composée par des hommes en civil et des militaires attend l'équipage pour être informé du déroulement de la mission. Toutes les commandes sont données via radio ou téléphone pour que les troupes de terre puissent suivre les renseignements aériens. Grâce à des instruments modernes comme le GPS, des cartes de la région à échelle 1/100000, il est possible de relever les excavations faites par les tombaroli. Cette technique nous permet de localiser avec précision l'emplacement de la chambre funéraire pillée par les clandestins. Elle nous permet également de quantifier le nombre de tombes pillées et donc les dommages infligés au patrimoine de l'État.
Ici, on peut voir une ancienne fouille clandestine. Il s'agit d'un tumulus dans lequel les pilleurs ont trouvé une tombe. Nous sommes au centre du tumulus. Le trou a été remblayé par les paysans pour empêcher qu'on ne tombe dedans, hommes ou animaux. Il est clair que dans chaque tombe, on peut trouver un mobilier funéraire remarquable. Août 2003. Dans la lutte contre le terrorisme, la coalition alliée s'organise après la prise de Bagdad. Nous sommes en Irak, où l'Italie joue un rôle prépondérant dans la protection du patrimoine culturel local. Nommées auprès de l'administration provisoire alliée de la coalition, les forces italiennes dirigent le département de la sauvegarde des biens culturels irakiens, l'unique département dont la direction n'est pas américaine. En Irak, en particulier, les services de renseignement ont découvert des liaisons potentielles entre le trafic illégal de pièces archéologiques et les groupes terroristes. C'est-à-dire que l'une des sources de financement des groupes terroristes, c'est ce marché. Et ça, c'est un paradoxe, car il peut arriver que des collectionneurs des pays occidentaux, tout comme les Américains, puissent financer le terrorisme avec l'achat de ces antiquités. Pour décourager les fouilleurs clandestins, une unité spéciale des carabiniers survole le ciel de la Nasirrie, au sud-est de Bagdad, à quelques centaines de kilomètres de Bassora. Cette opération, surnommée Antique Babylone, contribue, avec l'aide du contingent irakien, à dissuader les fouilleurs clandestins, parfois à les arrêter. Je sais que des fouilles illégales sont menées à grande échelle par des bandes armées clandestines au nord de l'Irak, en Assyrie, au sud, dans la terre de Soumer, dans les alentours des anciennes villes d'Our et Ourouk. De pauvres paysans, des conditions de vie misérables et l'espoir de gagner un peu d'argent en vendant quelques pièces exhumées d'une terre meurtrie. La manière dont les services de renseignement ont pu récupérer la dame d'Ourouk ou dame de Warka, ce superbe visage féminin, m'a frappé. Grâce à des opérations de surveillance, l'endroit où on pensait qu'elle était conservée a pu être localisé. Il s'agissait d'une maison dans un quartier de Bagdad. Nos soldats sont allés devant la maison et grâce à des moyens satellites, ils ont signalé par GPS sa position exacte. Le reste de l'opération a été mené par une équipe qu'eux-mêmes appellent l'équipe des sales boulots. J'imagine comment opèrent ces équipes. Quand on voit comment opèrent celles de jour, les équipes normales, j'imagine ce que les équipes des sales boulots peuvent faire. Les pays occidentaux, principaux destinataires de ces antiquités, sont restés très fermes face à cette situation. À Lyon, siège international d'Interpol, les représentants des sections nationales se sont réunis afin de bloquer toute initiative d'exportation illégale d'objets d'Irak. Des accords ont été trouvés aussi avec les pays voisins de l'Irak, la Syrie au nord, la Jordanie à l'ouest et l'Arabie saoudienne au sud. New York, sans doute le plus important marché mondial d'antiquités.
Propriétaire d'une galerie d'art ancien sur la 57e rue à Manhattan, le célèbre marchand d'art américain Frederick Schultz, alors président de l'Association nationale des marchands d'art anciens oriental et primitifs, est condamné en 2002 à plus de 2 ans de prison pour conspiration à la contrebande et possession d'antiquités égyptiennes volées. Avec son complice anglais, Tockley Perry, restaurateur d'antiquités, Schultz organisait le vol de pièces pharaoniques vendues dans sa galerie new-yorkaise pour plus d'1 million de dollars. Les deux complices cachaient l'origine des objets vendus sous le couvert d'une collection imaginaire, rapportée d'Égypte par un certain Thomas Alcock, fonctionnaire anglais, expatrié dans les colonies au début du XXe siècle. Une collection qui n'a jamais existé. Thomas Alcock worked in Thomas Alcock a travaillé en Égypte et dans d'autres parties du Moyen-Orient, et il était censé être un parent de Tockley Perry. Ils ont fabriqué des fausses étiquettes, ils ont fait des fausses restaurations des pièces, c'était vraiment un plan ingénieux. Si Schultz ne pensait pas qu'il faisait quelque chose d'illégal, pourquoi prendre de telles précautions pour cacher l'origine de ces objets ? Lors du procès, les preuves accablantes de dissimulation organisée pour exporter les pièces pillées en Égypte ont éveillé toutes les curiosités. Il a réussi à sortir un certain nombre d'œuvres en leur donnant l'aspect de souvenirs pour touristes. Ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait un objet, il le recouvrait d'une matière spéciale utilisée par les gens qui font des travaux de restauration, une sorte de plastique imperméable à l'eau. Il recouvrait donc les pièces de cette manière, puis il façonnait une tête en plâtre autour du véritable objet. Tockley Perry a beaucoup de talent. Il les modelait de façon à ce qu'elles ressemblent à la tête de Toutankhamon, Néfertiti ou d'autres rois ou reines égyptiens connus. Puis il les peignait de couleur criarde pour qu'elles ressemblent à un bibelot pour touristes. Et il les fixait ensuite sur un socle et passait la douane avec, comme n'importe quel touriste qui retourne chez lui après de bonnes vacances. Les inspecteurs de New Scotland Yard confient dans un rapport au FBI que Schultz a reçu 8 pièces prestigieuses, parmi lesquelles 2 reliefs provenant d'une tombe du site de Saqqara, ainsi qu'une tête en pierre d'Amenhotep III. Au total, Tockley Perry aura fait sortir d'Égypte près de 2000 objets antiques. Sa correspondance avec Schultz témoigne de la complicité des deux hommes. Et il m'a assuré que cette tombe était totalement inconnue du gouvernement. Je suis certain qu'il n'y aura pas de problème au sujet de ces pièces. Je suis satisfait de les envoyer avec quelques étiquettes de Tom Alcock. Lors de son procès en Angleterre, Tockley Perry, trahi par Schultz, qui nie toute complicité, avoue ses méfaits et dénonce son complice américain, avant d'être condamné à 6 ans de prison. Le procès de Frederick Schultz débute le 28 janvier 2002, sur la base du verdict anglais qui prouve que le marchand d'art organisait l'exportation illégale des objets. Schultz écopa d'une sentence de 33 mois de prison ferme et de 2 mois de liberté surveillée. Malheureusement, il paye très cher son crime. C'est une situation vraiment déplorable. Mais c'est un risque qu'il a choisi de courir. La chose la plus importante, c'est que la District Attorney de New York a pu utiliser la loi égyptienne pour envoyer cet homme en prison. La deuxième chose importante, c'est que les objets nous ont été retournés. Nous devons remercier l'officier de Scotland Yard qui a découvert cette affaire. La Suisse a joué un rôle important dans cette affaire. Elle servait de plaque tournante. Une situation qui n'est pas neuve. La Confédération doit régulièrement faire face à des accusations de recyclage de biens culturels exportés illégalement. Les ports francs de ce pays jouent un rôle bien particulier dans le commerce international. Ce sont des zones encore frappées d'extraterritorialité qui permettent de recevoir des marchandises en suspension de taxes et de droits dans l'attente de leur mise à la consommation définitive dans le pays de destination. Ces ports francs sont régulièrement accusés de cacher des trésors mondiaux. En 2004, des pièces volées ont été retrouvées dans ces entrepôts et le pouvoir judiciaire a été saisi. Nous avons été alertés de la présence de sarcophages égyptiens comportant également des momies. J'ai préféré me saisir de l'affaire directement
de saisir les dites pièces d'art, de confier le dossier à un juge d'instruction immédiatement qui a procédé à des saisies, a mis des scellés sur les biens. Il était clair pour nous que d'une part, les biens avaient été prélevés de manière illégale en Égypte et avaient été transférés en Suisse. Donc nous avons accordé l'entraide internationale immédiatement aux Égyptiens, lesquels ont pu ainsi récupérer de manière anticipée les 10 objets. Donc c'est un objet, une source pour nous de satisfaction. Il faut donc savoir que les marchandises dont nous avons fait mention jusqu'à maintenant se sont toutes trouvées dans des locaux qui étaient loués. Donc dans ces cas, la Société des ports francs et entrepôts de Genève SA n'est intervenue qu'au titre de bailleur. Et il faut également rappeler qu'un port franc en Suisse ne travaille que sous le contrôle exclusif de l'administration fédérale des douanes, qui, elle, a un contrôle permanent, 24 heures sur 24, 365 jours par an, sur les marchandises qui sont entreposées en régime port franc. La direction de la Société anonyme genevoise donne ici sa marge de manœuvre. Le vrai contrôle, ce sont les douanes suisses qui en sont le seul responsable. Mais pourquoi la Suisse est-elle si souvent confrontée à des problèmes de ce type ? Il faut distinguer deux types d'infractions. Le premier est l'entrée illégale d'objets légaux, c'est-à-dire que le propriétaire italien ou résident à l'étranger souhaite vendre son objet sans le notifier aux autorités compétentes. En Suisse, cette action n'est pas considérée comme un délit. À la limite, il s'agit d'une fraude douanière. Le deuxième est l'entrée d'objets complètement illégaux, provenant de fouilles clandestines, de pillages ou autres fraudes. Lorsqu'ils sont récupérés, ces objets sont généralement rendus aux autorités judiciaires des États concernés. Toutefois, dans certains cas, ces objets peuvent rester sur le territoire helvétique. Par exemple, s'ils se trouvent ici depuis plus de 30 ans. Dans d'autres cas encore, les objets peuvent rester en Suisse, si l'autorité étrangère n'est pas en mesure de prouver que tel objet provient d'une fouille abusive. Par conséquent, l'objet pourrait être propriété d'un individu et donc, selon la loi suisse, être absolument légal. La Suisse, Genève, ne sont pas les gendarmes du monde. Je n'entends pas me substituer aux carences législatives des pays du monde. Une autre découverte met cette problématique en lumière. En avril 2004, selon différentes sources médiatiques, des éclats de plusieurs bouddhas monumentaux des falaises de Bamiyan en Afghanistan, détruits 2 ans plus tôt à l'arme lourde par le pouvoir taliban afghan, sont retrouvés en Suisse. Des morceaux de ces bouddhas ont été transférés et ont été retrouvés en Suisse. Qu'est-ce qu'il y a d'illégal, cela ? Puisque la destruction des bouddhas a été faite de manière qui n'était pas illégale. Alors, peut-être que certaines conventions le définiront, mais en tout cas, selon les normes de l'État, le fait de ramasser des morceaux de bouddhas qui ont été détruits là-bas n'était pas illégal. Donc, toutes les personnes qui ont prélevé ces morceaux précieux, ils les ont en réalité sauvés. Mais pour le gouvernement, ça n'avait pas de valeur quelconque, ça n'avait même aucune valeur puisqu'il voulait le détruire. Par voie de conséquence, le fait de détenir en Suisse des morceaux de Bouddha détruits par les talibans n'est pas une détention illégitime, puisqu'on ne peut receller que ce qui a été obtenu de manière illégale. Les statues, dont l'une de 53 mètres de hauteur, appartenaient au patrimoine culturel afghan reconnu par l'UNESCO. Son directeur général, Koichiro Matsuura, a parlé de crimes contre la culture. Pourtant, c'est à travers une filière privée que ces monuments ont été sauvés. Pourquoi aucun musée, aucune institution n'a chapeauté ce sauvetage, malgré les appels de l'UNESCO largement répercutés dans les médias ? N'y a-t-il plus de place dans les musées ? Il est évident que les richesses découvertes dans la multitude des zones de fouilles ne prennent pas tout le chemin des salles d'exposition. C'est même l'inverse. Un pourcentage infime est présenté au public.
Les dépôts du musée égyptien de Berlin cachent toute une série de pièces prestigieuses, inventoriées depuis plus d'un siècle. En ce moment, nous avons environ 37 000 objets inventoriés. 10% sont exposés, le reste, 90%, se trouve dans les dépôts. Celui-ci fait à peu près 1000 mètres carrés, mais nous en avons d'autres qui sont encore plus importants. Je pense que ça fait encore 2000 mètres carrés de plus. En règle générale, on n'a jamais assez de surface d'exposition pour pouvoir tout présenter au public. En fait, c'est quasi impossible. Une vente contrôlée d'une sélection d'objets peut s'avérer une solution pour décourager les voies illégales du marché. Elle offre également un revenu à l'institution. Il y a eu une époque où le musée du Caire pouvait proposer à la vente certaines pièces qu'il avait en double, triple et même en de très très nombreux exemplaires. C'est le cas notamment de Shawapti, etc. Parce que si effectivement l'Égypte propose à la vente d'une façon, si vous voulez, tout à fait officielle, un certain nombre de ces antiquités qui engorgeraient en quelque sorte ces magasins, et bien dans ce cas-là, c'est vrai que ça pourrait effectivement réduire le trafic illicite des antiquités. Naturellement, les musées sont des lieux d'exposition destinés au public. Mais à côté de cette fonction, les musées sont des archives. Et ce rôle d'archive est bien plus important que la fonction d'exposition. Car les expositions se nourrissent des archives. C'est pourquoi, pour nous, comme pour la grande majorité des musées, une dépossession, une vente d'objets est complètement exclue. C'est une idée que nous rejetons complètement. Non, non. Très clairement, non. Un refus partagé par la majorité des directeurs de musées. C'est une question qui se pose particulièrement en Italie en ce moment et qui est liée à la privatisation des musées. Sur ce point, j'appartiens peut-être à l'ancienne génération. Je suis contre. Je l'ai déjà déclaré ouvertement. Car voyez-vous, les stocks que vous décrivez dans les magasins sont des stocks d'archives. La valeur d'archives est-elle un argument suffisant pour empêcher toute forme de vente ? Les musées devraient déterminer ce dont ils ont vraiment besoin, les objets qui sont importants, ceux qui sont irremplaçables, et ils devraient réfléchir à ce qu'ils font du reste. Cela n'a pas tellement de sens de laisser ces objets se détériorer dans un dépôt. D'une part, certains dépôts ne garantissent pas systématiquement un état de conservation optimal. Et d'autre part, les collections privées peuvent également assurer cette sauvegarde. Étant moi-même collectionneur, je sais que chaque objet de bronze nécessite un entretien régulier, disons tous les 3 mois, 6 mois, 1 an. Et si on ne le fait pas, l'objet devient poussiéreux, se dégrade et en quelques années c'est un déchet, il est perdu. Le sort de ces objets antiques, réduits à leur valeur d'archive, sera-t-il toujours d'être stockés dans des dépôts ? Le potentiel de ce marché et l'amour des objets ne méritent-ils pas mieux qu'une simple interdiction ? De telles ventes pourraient également aider à éradiquer le trafic illégal. L'émergence d'un marché contrôlé peut garantir sa transparence et offrir une marge de manœuvre plus ample aux différents acteurs. Dans un premier temps, c'est bien les normes d'acquisition qui doivent être stipulées. Le but est que les scientifiques puissent toujours repérer les pièces vendues soit à des privés, soit à d'autres institutions. Ces lois ne fonctionnent pas. Nous savons qu'il y a un problème de contrebande illégale et ces lois n'y changent rien. Ça ne marche pas. Le problème existe depuis plus de 100 ans. Il est temps à présent d'essayer quelque chose d'autre. Il faut absolument qu'on arrive à abolir ces réglementations justifiant les expropriations forcées qui sont absolument inutiles pour la protection des patrimoines nationaux. Les législateurs et les juges fassent en sorte que les règles sur le commerce international des antiquités et des œuvres d'art soient uniformisées, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a qu'en définitive que des litiges entre États qui ont une influence sur le patrimoine privé des personnes, ce qui n'est pas admissible.
Indépendamment de l'uniformisation des législations au niveau international, la vente de nos richesses archéologiques devra passer par une sorte de droit de suite de l'objet et des obligations bien déterminées. Il s'agit en fait simplement de limiter le droit de propriété à tout acquéreur sans empêcher l'obtention d'une licence d'exportation. Accepter le marché de l'art sans pour autant être soumis aux pires lois du capitalisme. Mon opinion est la suivante. Si on autorise et encourage un commerce correct et légal, un commerce structuré, la contrebande dépérira et disparaîtra bientôt. En prise aux guerres d'intérêts et aux querelles de spécialistes, notre patrimoine archéologique oppose la stricte possession personnelle aux possibilités d'être présenté au plus grand nombre. N'oublions pas que les vestiges laissés par nos ancêtres appartiennent à l'ensemble de l'humanité et ne méritent pas de rester enfermés dans des caisses poussiéreuses. Car derrière chaque objet se cache l'âme et l'histoire de l'homme qui l'a conçu.